Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises résistant à la dictature sataniste mondiale, unis dans le petit village d'irrésistibles Gaulois. Là, je vais vous parler brièvement d'une idéologie qui est en train de se faufiler un peu partout et qui consiste à critiquer l'espèce humaine en général. Donc là, par exemple, c'est tout à fait typique, sur les réseaux sociaux, on va voir des posts de trucs sales, et puis il y a marqué ah, l'espèce humaine est dégueulasse, ah, l'espèce humaine est pourrie, ou là, je me dis que c'est préférable de garder les humains en confinement. De garder les humains en confinement. Donc, et après, quelqu'un commente dessous, donc c'est par rapport à une photo où on voit des bouteilles vides, des canettes, etc. Donc qu'est-ce qu'on voit dessous ? Je déteste parfois la race humaine pour leur manque de respect envers la nature, envers les autres. Mais quels autres, si c'est la race humaine ? Il y a un manque de logique, mais cruel, là-dedans, et en fait, ce manque de logique, il est téléguidé par les satanistes, encore une fois. C'est les satanistes qui veulent conduire les êtres humains à détester l'espèce humaine, et donc du coup à se détester eux-mêmes. Parce que si c'est la race humaine qui est pourrie, déjà, la personne qui dit ça, elle doit commencer par elle-même et s'éliminer de la planète. Pourquoi elle va commencer par les autres ? Si c'est l'espèce humaine dans l'absolu et en général qui est pourrie, corrompue, il faut s'éliminer soi-même. Donc c'est déjà une façon de s'encourager soi-même au suicide, de faire des généralités négatives sur toute l'espèce humaine. Ensuite, quand on dit, alors là je reprends donc le premier poste, lorsque je vois ça, je me dis que c'est préférable de garder les humains en confinement. Mais on dirait que c'est pas des humains qui ont mis les humains en confinement. Qui a mis les humains en confinement ? C'était pas des extraterrestres. Oui, en fait, c'est pas des humains non plus, puisque effectivement, c'est les satanistes qui ont décidé ça. Et les satanistes ne sont pas vraiment 100% des êtres humains. En tout cas, ils n'ont pas les qualités des êtres humains, ils ont que les défauts. Mais c'est préférable de garder les humains en confinement. Donc là, la personne qui dit ça, elle se place en dehors de cette humanité pour la juger, alors qu'elle y est en plein, hein, que je sache, la personne qui écrit ça est un être humain tout à fait normal, et fait une généralité sur toute l'espèce humaine, généralité qui se retourne logiquement contre elle-même. Puisque si c'est préférable de garder les humains en confinement, elle aussi, elle doit rester confinée. Et en fait, cette espèce d'idéologie qui vise à diaboliser toute l'espèce humaine, cette idéologie, elle est téléguidée toujours par les mêmes, qui veulent nous mettre dans la tête que nous sommes des virus, nous sommes de trop, mais eux, par contre, tout va bien, quoi. Eux, ils sont pas de trop. Donc, il faut arriver à remettre les choses en place et se dire, non, il y a des gens qui polluent, c'est pas bien, les pollueurs doivent se corriger ou être punis, tout ce qu'on veut, mais juste les pollueurs. Et c'est pas parce que Paul pollue que Pierre est corrompu. Hein. Donc, de la même façon que les généralités sur les noirs, c'est minable, les généralités sur l'espèce humaine, c'est encore plus minable, parce qu'on met encore plus de monde dans le même sac. Quand on fait des généralités sur les noirs ou sur les arabes, ou sur les français d'ailleurs, totalement négatives, en disant ils sont tous comme ça, clairement on se plante. Mais on se plante moins que quand on fait une généralité négative sur toute l'espèce humaine, parce que ça fait quand même, imaginez le nombre de personnes qu'il y a là-dedans, et y compris des gens extrêmement bien. Hein. Donc faire des généralités sur l'espèce humaine, c'est débile, c'est profondément débile, et c'est encore plus débile que le racisme. Mais ça passe très très bien de nos jours. Alors autant le racisme passe quand même mal, autant les généralités, le racisme contre l'espèce humaine dans son ensemble passe très très bien. Au nom de quoi ? Au nom de l'écologie, de la planète, ceci, cela, les petits oiseaux, les petits canards, les plantes, les fleurs. Et du coup, on a le droit de détester tout le monde et de considérer qu'il faudrait tuer tout le monde. Parce qu'au final, hein, si toute l'espèce humaine est pourrie, il faut la détruire, non ? Donc, mine de rien, on s'incite soi-même au meurtre ou au suicide. Mais les gens sont tellement peu logiques qu'ils ne voient pas que quand ils font des généralités sur l'humanité, ça se retourne contre eux. Et ça se transforme aussi en incitation à faire du mal, à faire le mal, au meurtre, au suicide. Les gens qui pensent que les gens sont de trop sont eux-mêmes de trop. Les seuls qui sont de trop sur cette planète, c'est ceux qui croient que les autres sont de trop. Voilà. Les seuls qui sont trop nombreux, c'est ceux qui pensent que les autres sont trop nombreux. Et faut voir comment d'un fait précis, qu'est-ce qu'on va en extrapoler. Si par exemple quelqu'un est raciste contre les noirs, il va partir d'un fait divers précis et il va extrapoler sur tous les noirs. Et si quelqu'un est raciste contre l'espèce humaine, il va extrapoler d'un fait précis sur toute l'espèce humaine. Mais comme par hasard, c'est toujours par rapport à l'écologie, ces extrapolations. Alors que
Il n'y a pas plus de raison de généraliser sur un papier sale par terre que de généraliser, moi je sais pas, sur un vol dans un supermarché. Et pourtant, quand quelqu'un vole dans un supermarché, on ne dit pas «Oh, l'espèce humaine est corrompue, l'espèce humaine est pourrie». Bah, on pourrait tout aussi logiquement, ou plutôt illogiquement le dire, dans le cas d'un vol dans un supermarché, que dans le cas d'une canette laissée traîner sur l'herbe. Donc vous voyez, il y a une énorme faille logique, c'est même pas cohérent leur truc, mais ça va dans un certain sens, le sens des eugénistes, le sens des satanistes, le sens de ceux qui veulent diminuer la population mondiale, ce qui est un euphémisme pour dire massacrer une grande partie de la population, une grande partie des gens. En fait, c'est juste une formule plus douce pour dire un truc atroce, une incitation au meurtre. Donc, je me rappelle un youtubeur complètement con, j'ai oublié son nom, bon c'est pas plus mal que j'ai oublié son nom, qui avait dit une fois un enfant qui tire la chasse est un enfant de trop. C'est gravissime, mais vous imaginez quand même le degré de violence et de haine qu'il y a dans cette forme d'écologie. Parce que tirer la chasse c'est pas écologique, hein, c'était ça la logique entre guillemets. Donc un enfant qui tire la chasse ou un enfant qui jette du carton est un enfant de trop. Mais oh, wow, wow, c'est les gens qui disent ça qui sont de trop, c'est eux qu'il faut recycler, hein. C'est tout. Euh, le mal n'a pas d'excuse. Et c'est pas parce que quelqu'un a laissé traîner un mégot par terre qu'on a le droit de le tuer. Je dis ça, bon, c'est totalement évident normalement, mais comme on vit dans un monde de fous, régi par maintenant des règles de fous et de tarés, bah, je peux le dire, quoi, c'est pas si évident que ça de nos jours. À ce propos aussi, je fais une petite parenthèse, c'est même pas une parenthèse, sur le concept nouveau de plage dynamique. La plage dynamique, c'est une plage où vous avez le droit de vous baigner, vous avez le droit de marcher, vous avez le droit de courir, mais vous n'avez pas le droit de rester tranquillement assis à vous dorer la pilule. Donc c'est aussi surréaliste, et on voit bien que la seule logique, c'est d'emmerder, la loi de l'emmerdement maximum, quoi. L'idée, c'est on va emmerder les gens au maximum pour qu'ils comprennent bien que le monde ne leur appartient pas, que la plage n'est pas à eux, que tout le monde extérieur n'est pas à eux, et que maintenant, ça y est, ils sont en prison à l'extérieur. D'ailleurs, j'ai vu un panneau aussi, les panneaux aussi retiennent beaucoup mon attention, hein, les affiches sur les murs. Alors il y en avait une, c'était merci, alors merci au personnel de ceci, de l'hôpital, merci, 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 et alors à la fin, donc la liste était en noir, et à la fin il y avait et merci en rouge, et merci à tous ceux qui ont respecté les gestes barrières, et qui ont respecté le confinement et les gestes barrières. Donc là, qu'est-ce qui était sous-entendu? Les autres, il faut les lâcher, quoi. Les gens qui n'ont pas respecté le confinement, les gens qui sont pas restés à 1m50 ou 2 mètres les uns des autres, oulala, ceux-là sont des vilains. Donc vous voyez comment on accuse et on culpabilise indirectement en passant par le merci. C'est quand même relativement subtil. Et puis les gens qui sont cons, enfin les gens, virgule, pas les gens qui sont cons, pas les gens, virgule, qui sont cons, parce que tous ne sont pas cons, mais ceux qui sont bêtes vont avaler ce genre de discours et se dire, en croyant que c'est une pensée personnelle, ah ouais, c'est vrai que quand même ceux qui n'ont pas respecté le confinement, ah vraiment, ils sont pas bien ceux-là, hein. Donc manipulation mentale par le biais de phrases exprimées dans l'espace public. On conditionne la population pour la rendre toujours plus crétine, toujours plus avilie, toujours plus infantilisée. Ah merci, merci, genre toi tu auras droit à une médaille en chocolat parce que tu as bien respecté le confinement. Donc on nous traite comme des enfants pour nous rendre aussi manipulables et malléables que des enfants. J'avais vu aussi une autre affiche qui m'avait pas mal interpellé. Ah oui, oui, oui. Alors, je sais plus ce que c'était. Je pense que c'était une pub au départ, mais je sais plus pourquoi. Mais il y avait écrit, et ça m'a frappé aussi, bienvenue dehors. Donc, après le confinement, bienvenue dehors. Mais ça veut dire beaucoup de choses aussi, bienvenue dehors. Donc, ça veut dire que dehors, c'est pas chez nous, quoi. Dehors, ça appartient visiblement à la personne qui dit ça. Donc autrement dit aux entreprises. Donc autrement dit, il n'y a plus d'espace public pour le public, l'espace public appartient aux entreprises privées. Enfin, bienvenue dehors, c'est quelque part c'est surréaliste. Ça veut dire que le monde extérieur, donc la nature, les arbres, etc., tout ça, leur appartient. Alors le leur reste un peu indéterminé, mais enfin c'est pas nous, quoi, c'est pas au peuple. Donc on est passé dans un monde privatisé où tout ce qui était censé être à tout le monde, hein, comme la nature, ou en tout cas à personne de particulier, bah, n'est plus à personne, sauf aux propriétaires dits légitimes, aux riches, aux satanistes, aux
aux grosses entreprises, etc., au gouvernement, quoi. Bon, on est rentré dans une grande prison. C'est triste, mais voilà. Donc, j'avais raconté le rêve éveillé que j'avais fait par rapport au labyrinthe et à la souris. Je voudrais le refaire un petit peu, là, comme ça, en direct. Donc, en fait, il y a une souris donc blanche dans un labyrinthe qui a été créé par un scientifique nazi. C'est un labyrinthe avec des tuyaux en plastique transparent, et dedans, il y a plein de pièges avec des morceaux de fromage. Et la souris voit une des autres souris se faire étrangler par un piège parce qu'elle a été attirée par le petit bout de fromage. Et la première souris se dit, oulala, il faut que je fasse très attention. Et elle comprend que si elle veut survivre, il faut vraiment qu'elle sorte du labyrinthe le plus tôt que possible. Mais c'est très difficile parce que elle n'a pas la force, quoi. Il faudrait qu'elle casse un truc. Et en fait, comme c'est quand même du plastique assez solide, on va dire du plexiglas, hein, style le plexiglas qu'ils mettent là pour empêcher le pseudo-virus de divaguer. Donc, comme c'est du plexiglas bien solide, elle sait pas comment faire, elle sait pas comment s'y prendre pour le casser. Et bon, elle est prisonnière avec des autres souris et elle aimerait bien sortir, mais pour l'instant elle peut pas. Donc là voilà, ça c'est mon rêve éveillé, ça commence comme ça, il faut que ça se termine bien. Donc il faut que je libère mon imagination. Donc là vous comprenez aussi comment faire un rêve éveillé si vous saviez pas encore. Donc là je vais me répéter quelques questions pour m'aider à trouver une solution dans ce rêve. Donc pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à monter au niveau supérieur? Pourquoi est-ce que la souris sort du labyrinthe? 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 Bon, et bien là, ce qui me vient, c'est un peu sinistre, mais voilà, c'est ce qui me vient. Il y a une souris donc qui est morte à cause du piège à souris. Et la première souris se dit que peut-être la meilleure façon de sortir du labyrinthe, c'est de se faire passer pour morte comme l'autre. Parce que chaque fois qu'il y a une souris morte, le scientifique ouvre le labyrinthe, l'attrape et la sort. Donc elle fait la morte aussi. Et elle se met sur le dos, les pattes raides et tout ça. Et le scientifique la voit, il se dit, oh, elle est morte, il sait pas pourquoi, mais bon, il s'en fout. Donc il ouvre une espèce de petite trappe en plastique, là, toujours dans le plexiglas, il sort la souris, et il la jette sans réfléchir à la poubelle. Heureusement pour elle, puisque du coup, elle peut se faufiler hors de la poubelle dès qu'il a le dos tourné. Et ça tombe bien parce que il avait laissé la porte aussi ouverte. En fait, il y a une chatière, donc elle passe par la chatière. Il n'y a pas le chat est parti se promener. Et la souris se retrouve à l'extérieur et par chance, le scientifique nazi habite dans un magnifique chalet en Suisse, dans les Alpes. Donc un endroit magnifique, vraiment superbe. Et là, elle est très très heureuse. Pendant un bon moment, elle profite de la nature, elle se ressource, elle court à droite, à gauche, elle vit une vie de souris sportive, bien en contact avec la nature, bien en contact avec le ciel pur, les fleurs, etc. Mais au bout d'un certain temps, elle pense aussi quand même à ses collègues souris qu'elle a laissés dans le labyrinthe et elle se dit qu'il faudrait qu'ils soient libérés. Alors il se trouve que en fait, elle fait la connaissance dans sa vie là, de souris libres, et elle fait la connaissance d'autres souris, on va dire, blanches comme elle, et à qui elle explique la situation et les autres sont motivés pour libérer les souris du labyrinthe. Mais là je sens que ça va être difficile, donc parce que je vois pas trop comment des souris pourraient se libérer d'autres souris, ça me paraît pas possible. Donc pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à monter au niveau supérieur? Pourquoi est-ce que tout est possible? Pourquoi est-ce que tout est possible? Pourquoi est-ce que nous libérons notre imagination? Donc là en fait je suis dans un rêve où mon but c'est bien sûr de briser le labyrinthe, que toutes les souris sortent du labyrinthe, et puis tant qu'à faire aussi de tuer le scientifique nazi. J'ai déjà fait ce rêve plusieurs fois, avec des variantes bien sûr, donc là je le refais avec vous. Plus je refais ce rêve et plus vous le faites avec moi, c'est-à-dire plus vous imaginez avec moi, plus on renforce cet égrégore de révolte et de révolution au bon sens du terme, avec un retour à la nature à la clé. Hein. Et donc là, j'en suis toujours là, il faut quand même que je trouve une fin bien. Alors, pourquoi est-ce que tout est possible? Pourquoi est-ce que tout est possible? Pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien? Pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien? Pourquoi est-ce que nous libérons notre imagination? Pourquoi est-ce que nous libérons notre imagination? Bon, alors là, je vais essayer de faire abstraction du fait que je vous parle pour me laisser vraiment porter par mon imagination. Je vois donc les souris qui sont dans une espèce de conciliabule. Elles se sont réunies en cercle et elles discutent de la question que faut-il faire pour libérer les autres souris du labyrinthe et pour se débarrasser du scientifique nazi. Et elles se disent qu'elles pourraient peut-être faire un truc si justement elles restent unies là comme elles le sont, c'est-à-dire
dans une formation de cercle, elle commence à réfléchir à un plan qui impliquerait de s'accrocher tout ensemble au bas du pantalon du scientifique nazi. Mais elles arrivent à la conclusion que ça ne sera pas suffisant, et que même si elles déstabilisent un petit peu, elles n'arriveront pas à grand chose. Donc elles continuent à réfléchir, à méditer, elles font du brainstorming, là, ces souris. Elles sont installées dans une espèce de petite clairière, elles sont assises sur des champignons en cercle, des champignons blancs. Donc c'est des souris blanches assises sur des champignons blancs qui discutent, et elles brassent beaucoup d'idées, et elles font elles-mêmes justement des rêves éveillés. Donc en fait elles font des rêves éveillés à tour de rôle pour essayer de trouver une solution pour libérer les autres souris prisonnières toujours du labyrinthe, parsemé de pièges qui a été créé par ce scientifique nazi à des fins obscures et certainement pas du tout éthiques. Alors, et là je vois que en fait leur rêve crée une espèce de boule de lumière au-dessus d'elles. Donc à force d'agiter des bonnes idées et de réfléchir pour trouver une solution, ça a créé une espèce de boule de lumière qui se met à flotter au-dessus de leur groupe et qui va, comme emporté doucement par le vent, vers le chalet du scientifique nazi qui rentre par la cheminée. Et en fait, ça fait comme une espèce de petit soleil qui éclaire le labyrinthe des souris. Et les souris voient ce soleil, cette espèce de petit soleil qu'elles voient à travers le plexiglas et qui se met à briller au milieu du labyrinthe. Et en fait, ça leur donne déjà de l'espoir, en fait. Les souris du labyrinthe commencent à avoir beaucoup plus d'espoir grâce à cette lumière qui est le produit des rêves éveillés faits par les souris qui sont déjà, elles, sorties du labyrinthe. Donc elles voient ça, et puis il y en a qui commencent à se dire que ouais, peut-être il y a moyen de s'évader. Parce qu'en fait, elles n'en avaient même pas l'idée. Donc en fait, par cette lumière qui leur a été envoyée de l'extérieur, les souris du labyrinthe commencent à se dire que oui, c'est possible de s'évader, c'est possible. Elles y croient de plus en plus, et plus elles regardent la boule de lumière, plus elles se disent qu'il y a moyen de sortir et d'échapper à cet univers qui a toujours été le leur, mais elles commencent à comprendre qu'il doit y avoir autre chose de mieux à l'extérieur. Bon, alors il faut quand même que j'arrive à les faire sortir, hein, là c'est pas fini. C'est dur un petit peu. Alors, pourquoi est-ce que ce rêve est de plus en plus agréable? Pourquoi est-ce que ce rêve est de plus en plus agréable? Pourquoi est-ce que ce rêve est de plus en plus agréable? Pourquoi est-ce que ce rêve est de plus en plus agréable? Pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien? Pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien? Pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien? Bon, le scientifique nazi, qui n'est jamais à court d'idées tordues et sadiques, décide de faire rentrer un serpent dans le labyrinthe à souris. Donc il fait rentrer un serpent vert, voilà, c'est un serpent vert, dans le labyrinthe à souris, pour qu'il bouffe certaines souris, et pour qu'il le scientifique puisse observer la réaction. Mais le serpent est allergique aux poils de souris, il n'a aucune envie de les manger. Et du coup il leur dit, écoutez, en gros, je ne suis pas un danger pour vous, trouvons un moyen de sortir d'ici. Et là, du coup, les souris sont très attentives parce qu'au début, elles avaient peur de lui, mais elles comprennent assez rapidement que, en fait, finalement, ils ont le même objectif. Les souris et le serpent ont le même objectif, qui est de sortir du labyrinthe. Donc, elles se mettent d'accord, elles font un plan. Pendant ce temps, les souris de l'extérieur continuent à faire des rêves pour essayer de trouver une solution, et ces rêves, même si elles aboutissent pas, donnent des idées aux souris qui sont dans le labyrinthe. Et donc, le serpent et les souris font un plan pour que le serpent puisse non seulement sortir, mais faire sortir les souris, enfin qu'ils puissent tous sortir. Donc le plan implique encore une fois qu'une souris fasse la morte, et c'est ce qu'elle fait, donc tout ça est bien combiné. Et en fait, au moment où donc le scientifique va pour sortir la souris qu'il croit morte, c'est à ce moment-là que plein de souris se jettent sur lui et lui mordent la main, et elles lui tiennent très solidement la main à plusieurs, ce qui fait qu'il ne peut pas sortir la main du labyrinthe, parce qu'en fait elles se sont vraiment solidement attachées à tous ses doigts, et comme l'ouverture par laquelle il a passé sa main n'est pas très large, il ne peut pas retirer sa main avec les souris en même temps. Donc il se retrouve coincé, il hurle de douleur, il secoue le labyrinthe du coup dans tous les sens, ça lui fait extrêmement mal, d'autant que à ce moment-là, le serpent arrive, et là, pour le coup, lui, il lui mord, mais alors très très cruellement, de façon bien pire, le petit doigt.
Ce qui fait que là, il en peut plus de souffrance et il ne pense plus qu'à une chose, à se débarrasser évidemment de ces animaux qui le mordent. Du coup, il remue sa main dans tous les sens et là, en fait, c'est lui qui casse le labyrinthe. Voilà, il a tellement mal et il cherche tellement à se débattre et à sortir que lui qui a la force, évidemment plus la force que les souris ou le serpent, casse lui-même le labyrinthe. Enfin, il le casse, c'est-à-dire il le secoue dans tous les sens et du coup, il y a un choc et du coup, il se casse. Et là, immédiatement, tous les animaux s'enfuient. Ils avaient bien repéré l'endroit où il y avait la chatière et tout ça, ils avaient bien calculé en fait leur coup, et tous s'enfuient, le serpent vert comme les souris blanches, tous s'enfuient, pendant que le scientifique est en train de hurler de douleur et de se tordre, d'autant que le serpent était venimeux et que là, il y a des fortes chances qu'il meure. Voilà, donc on va arriver à la fin du rêve. Alors pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien? Pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien? Tous les animaux se dispersent dans la nature, les souris de l'extérieur sont extrêmement contentes de voir que les souris ont réussi à se libérer, et puis on va dire qu'il y a quand même des couples qui se forment, donc il y a des couples de souris qui se forment, des couples d'amoureux, et le serpent aussi trouve une serpente à son goût dans la montagne, et voilà, donc tous les animaux après vivent en couple et se retrouvent, on va dire, pour faire la fête une fois par mois, en mode Astérix Obélix. On retombe sur le thème du village d'Astérix Obélix. Donc en fait tous les animaux se retrouvent et font la fête ensemble une fois par mois de façon très joyeuse. Et puis après chacun revit dans son coin avec son conjoint. Voilà, et pendant ce temps, le scientifique donc est en train de. Il est mort déjà. Et voilà. Ouf, fin du rêve. Ça a été laborieux, mais enfin ça va, ça se termine bien, c'est pas mal. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé et que vous aussi vous allez faire des rêves où il y a des êtres qui se libèrent de labyrinthe. Ça n'a pas besoin d'être des souris, ça peut être n'importe quel animal ou des êtres humains, mais l'essentiel c'est qu'ils sortent du labyrinthe, ils cassent le labyrinthe, les deux. Voilà, ça fait quand même 22 minutes ma vidéo. Bon, je vous dis à très bientôt les Gaulois et les Gauloises, bon courage pour dans cette période difficile. Nous devons être forts et nous devons imaginer au maximum ce que nous voulons. À bientôt les Gaulois.